Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission spéciale élection régionale des 6 et 13 décembre. Ce soir, nous avons en plateau la liste conduite par Alain Plaisir, la liste alternative populaire et citoyenne. Une liste représentée ici par Alain Plaisir, bien sûr, mais aussi certains colistiers. Alain Plaisir, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Mme Boissé et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alain Plaisir, donc déjà en 2010, vous étiez aux élections régionales. Oui, tout à fait. Alors, vous renouvelez, on va dire, cet engouement pour les élections ou c'est parce que vous avez un nouveau message ou le même message à faire passer? Non, on est dans la continuité, mais simplement la différence c'est qu'en 2010, on venait de créer le parti, puisque le parti a été créé en novembre 2009. Donc la question s'est posée, est-ce qu'on devait aller aux élections ou pas? Et nous avons décidé que minimum pour faire connaître le parti, il fallait aller aux élections. Donc c'était plutôt un galop d'essai. Un galop d'essai en 2010, mais là on a travaillé depuis 5 ans et nous allons avec un véritable programme pour proposer une alternative aux Guadeloupéens. Donc, vous aviez quand même un programme en 2010. Oui, on a un programme. Vous savez, un programme, vous pouvez le faire la veille des élections. Bon, vous pouvez mettre, comme M. Lurel, vous pouvez mettre plusieurs points. Donc, alors lui, on va dire qu'il a 260 propositions. Voilà, donc on peut faire pour la veuve et l'orphelin, on peut donner à tout le monde, donc c'est facile. Et on peut même aller sur Internet, prendre un programme de notre région. Vous pouvez aller prendre le programme de candidat qui est en Normandie. Donc c'est très facile de faire. Vous avez vu ça? Non, mais ça se fait, ça se fait. Je connais des gens qui ont été aux élections communales, qui ont été piqués un programme. Et ensuite, on enlève Normandie, on met Guadeloupe. Hein. En général, ce sont les mêmes problématiques. Et donc nous, on a un programme qui est élaboré à partir d'une réflexion globale. Qu'est-ce que c'est que la Guadeloupe, quels sont les problèmes de la Guadeloupe et quelles sont les solutions. Et c'est un travail depuis 5 ans que nous travaillons. Vous-même, vous m'avez reçu plusieurs fois pour parler d'un certain nombre d'éléments que nous mettons en avant, le problème de l'île La Veste, le problème de la zone économique, le problème de la conquête du marché intérieur, le problème des prix, le problème des transports. Donc on a beaucoup travaillé, on a fait un travail de réflexion et nous avons fait des interventions publiques au niveau de la presse et nous considérons que maintenant le parti est prêt, il est en ordre de marche, et il est prêt à affronter ces élections dans des meilleures conditions. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, mais nous sommes là avec une envergure qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande, parce qu'on a travaillé, on a formé des personnes et on a un parti qui est aguerri. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec 10 listes pour ces élections régionales et pensez-vous qu'il était souhaitable qu'il y ait des alliances, des ententes pour justement être plus fort, pour avoir un message peut-être plus construit aussi? Écoutez, les gens qui disent ça, ce sont les gens qui ne font pas de la politique de l'intérieur. Parce que vous pouvez avoir des listes, mais pas parce qu'il y a des listes que ça veut dire que nous sommes d'accord. Donc vous ne pouvez pas aller aux élections si vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel. Nous sommes les seuls à tenir un discours contre la vie chère. On dit la vie est trop chère en Guadeloupe. Mais ne pouviez-vous pas l'intégrer dans ce programme? Oui, mais si vous avez des gens ils sont peut-être pas d'accord avec ce que vous proposez. Et ils n'ont peut-être pas la méthode non plus. Nous, on a discuté avec le Parti communiste, parce que c'est un débat public, et le Parti communiste dit on va faire une liste d'autonomistes. Et nous, on ne veut pas faire une liste d'autonomistes, on veut faire une liste de citoyens. Et autour de moi, vous avez des citoyens qui n'ont jamais fait de politique, certains, en tout cas la plupart, mais qui ont des convictions et qui aiment le pays. Donc c'est ce qu'on voulait. On voulait prendre en charge les préoccupations des Guadeloupéens avec les Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens qui en ont marre des problèmes de l'eau qui ne coule pas dans le robinet. Ces gens-là se mobilisent dans leur quartier. D'autres, ils ont des préoccupations concernant le chômage des jeunes. Et donc nous avons regroupé ces personnes-là et nous faisons une liste de citoyens. C'est pour ça qu'on l'appelle alternative populaire et citoyenne. Citoyenne parce qu'on s'adresse aux citoyens qui n'ont pas peur et qui ont envie de porter un message. Et autour de ce message-là, on a articulé un vrai programme, pour régler les problèmes quotidiens des Guadeloupéens. Oui. Aujourd'hui, il y a une cristallisation autour de 2 listes, voire 3. Qu'en pensez-vous? Ben écoutez, ce sont les médias qui ont décidé qu'il y avait 2 listes, disons 2 listes et demie. Puisqu'on fonctionne dans un système politicien, et effectivement, vous avez une liste qui est soutenue par 21 maires.
Donc comme il y a 21 maires, les médias disent, puisqu'il y a 21 maires, eh bien, les électeurs sont des électeurs captifs et les électeurs vont suivre le maire. Et vous voyez par exemple la liste de M. Lurel, pour le citer, vous avez en deuxième position Mme Carabin. Et Mme Carabin, c'est quoi? C'est une dame qui a fait tous les partis, qui a été plus ou moins proche des communistes, qui a été socialiste, qui est passé UMP, qui est maintenant, qui revient à ses premiers amours. Enfin bref, et cette personne-là, elle est déjà députée maire, sans compter qu'elle a la communauté d'agglomération. Cela veut dire qu'elle cumule déjà 3 mandats, et si elle est élue, elle ne pourra pas siéger. Et M. Lurel le sait. Mais seulement, on table sur l'ignorance de la population. On dit que comme les gens ne savent pas qu'elle ne va pas siéger, les gens vont voter pour Mme Carabin en disant on va voter pour notre maire et notre maire va nous défendre au conseil régional. Et vous avez encore sur la liste d'autres, comme M. Jalton, qui sont également atteints par le cumul. M. Jalton, il est député maire, il ne pourra pas être conseiller régional. Oui, mais pensez-vous que la population ne soit pas informée de cela? Ce n'est pas la première année que ça se passe. Non. Vous êtes journaliste, vous avez dit que vous voulez faire de la pédagogie. Nous sommes là pour faire de la pédagogie ici. Vous êtes persuadé que les gens connaissent tout. Non, c'est faux. Non, je ne dis pas que les gens connaissent tout, mais vous savez, ça, on nous l'a fait depuis plusieurs élections. Oui, on l'a fait, mais enfin, on est là pour débattre et on est là pour nous. En 2010, déjà, ça s'était passé. Oui, mais ça c'est un autre problème. Moi, je suis la tête d'une liste. Moi, je suis là pour donner des explications à la population, pour que la population fasse un choix éclairé. Donc, si les gens ne savent pas que des gens sont atteints par le cumul, parce que c'est une loi qui a été votée, mais tout le monde ne connaît pas les lois. Les gens disent, bon, si à ces listes-là, pas de problème. Or, M. Jalton ne pourra pas être conseiller régional, à moins qu'il abandonne un de ses postes. Mme Carabin ne pourra pas être conseiller régional, à moins qu'elle abandonne un de ses postes. Et M. Cornano ne pourra pas être élu. Donc vous voyez que vous avez parlé de manipulation hors antenne. Mais ça, c'est la manipulation. Ça, c'est du machiavélisme. On va faire croire aux gens, parce qu'il y a une liste qui a beaucoup de maires, que cette liste-là porte la compétence. Non. Parce que ces personnes-là qui sont maires, eh bien, gèrent mal leurs communes, puisque toutes ces communes sont en déficit. Et donc, ces deux listes-là, où il y a des personnalités, entre guillemets, c'est-à-dire des élus cumulards, eh bien, ces listes-là ont des personnes qui ont échoué dans les domaines de leurs compétences. C'est-à-dire les communes sont en déficit, le chômage augmente, les déchets ne sont pas traités, le problème de l'eau n'est pas réglé. Donc, toutes ces personnes-là sont en situation d'échec. Et le changement, c'est nous. Le changement, c'est nous parce que nous, on tient le discours et on a un programme. Le programme, il a une cohérence. On parle du problème de l'eau et on dit comment réguler l'eau. On chiffre la dépense, etc. Donc, qu'il y ait des gens qui ont une notoriété parce qu'ils sont maires et tout ça, c'est le problème. Et la presse met en avant ces deux listes-là, mais nous disons, nous venons au combat pour gagner parce qu'on va montrer que le changement, c'est nous. Oui. Alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup des théoriciens et de Machiavel avec son livre Le Prince, mais et c'est un livre que justement les spectateurs peuvent lire pour avoir une idée peut-être plus juste de ce qui se passe dans le milieu politique. Mais Alain Plaisir, et j'y reviens parce que de toute façon, on sait aujourd'hui, je ne vous dis pas que toute la population est informée, mais c'est une population qui est de plus en plus éclairée. Et cette population a eu l'expérience, depuis quelques élections, sur cette notion de cumul de mandats. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette population est encore dans l'obscurantisme au point de ne pas pouvoir se dire que oui, si ces personnes sont sur la liste, forcément, elles ne seront pas à un moment donné. Alors, je peux vous poser une question, bien que ce n'est pas mon rôle. Non, c'est moi qui pose les questions. À quoi ça sert le débat? Une élection, on ne va pas voter simplement le 6 décembre. Il y a une campagne électorale. Une campagne électorale, à notre avis, ce n'est pas une campagne de polémique, c'est une campagne d'explication. Explication sur les enjeux. Donc vous dites qu'il faut répéter encore et encore pour que les gens puissent intégrer les choses? Il faut expliquer aux gens, parce que le débat, c'est ça. Il faut expliquer comment ça fonctionne, expliquer les enjeux, expliquer aussi son programme. Et nous, c'est ce qu'on veut faire, surtout ce soir-là. On est venu. Donc pour une élection comme celle-ci, pensez-vous que le programme, c'est ce qui va faire la différence? Le programme, c'est un élément
qui peut faire la différence. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément, parce que si on considère que le programme ne sert à rien, ça veut dire qu'on sous-estime les Guadeloupéens. On dit que les Guadeloupéens, bon, ils vont voter comme ça, à l'instinct. Non, il y a des personnes qui vont lire attentivement le programme et qui vont se déterminer par rapport au programme. Donc le programme a son importance. Parce que si le programme n'avait pas son importance, cela voudrait dire qu'on est dans un pays où les gens n'ont pas un fonctionnement démocratique. Et nous pensons que les Guadeloupéens sont des démocrates et nous faisons confiance aux Guadeloupéens. Et nous savons que les Guadeloupéens vont lire le programme et vont se déterminer à partir du programme. D'accord. Quelle a été, ou du moins quelle est la philosophie de votre liste? Sur quoi vous êtes basé pour mettre ces hommes et ces femmes à vos côtés? Oui. Alors, deux choses. La première, c'est que la philosophie, notre démarche, c'est lancer un message aux Guadeloupéens et de dire qu'il n'y aura pas de recul du chômage s'il y a pas un développement de la production agricole, artisanale et industrielle. Je pense que nous sommes les seuls à le dire. Les autres disent on va faire des routes, on va faire des ponts, on va s'occuper de l'environnement. Mais nous, on dit, si vous ne développez pas des productions agricoles, industrielles et artisanales, le chômage ne va pas reculer. Bien au contraire, le chômage va continuer à accélérer. Ça a été le cas d'ailleurs pendant la mandature de M. Lurel, où pendant 12 ans, le chômage a augmenté de 24 000 personnes. Donc, cela veut dire qu'on était sur la mauvaise route. Cette route-là mène à l'impasse, à l'échec, et nous on dit il faut produire. Produire dans le domaine de la terre, c'est-à-dire tout ce qu'on produit, la terre produit, la nourriture, l'élevage, produire dans le domaine de la mer, les ressources halieutiques, c'est un grand mot, mais enfin les ressources, le poisson, tout ce qui est qu'on peut manger, les ressources liées aux énergies renouvelables de la mer, les ressources liées aux ressources minérales, entre autres les métaux rares, les ressources liées au soleil, donc toutes les énergies du soleil, les métiers nouveaux, les ressources liées à l'exploitation de l'eau potable, puisque la Guadeloupe c'est l'île aux belles eaux, donc il faut qu'on sache utiliser cette eau. Et enfin, les hommes. Les hommes, c'est au centre. Voir toutes sortes de ressources. Si vous n'avez pas d'hommes formés, de femmes formées, eh bien, cette politique va échouer. Donc nous allons mettre en œuvre une politique de formation des hommes. On y reviendra, mais c'était surtout la question sur quels critères avez-vous choisi les hommes et les femmes qui sont je reviens à cette question que vous avez posée, mais je voulais bien montrer notre message. On va y arriver. Les femmes et les hommes ont été choisis à partir de plusieurs critères, des critères de compétences. Parce que demain, quand on ira à la région, il faudra bien gérer cette région. Donc il faut des gens capables de s'occuper des différents dossiers de la région. On parle de formation, on parle de tourisme, on parle d'économie. Donc il faut des femmes et des hommes capables de gérer. Il faut des gens intègres. Et il faut aussi des gens qui aiment le pays. C'est-à-dire que quand vous aimez le pays, eh bien, vous allez vous consacrer au pays. Et consacrer au pays, c'est pour se consacrer au pays, il ne faut pas se disperser. Nous, si nous sommes élus, on s'est engagé à ne pas cumuler. On n'aura qu'un seul mandat, ce sera ce mandat de conseil régional, parce qu'il y a suffisamment de travail, il y a vraiment beaucoup de travail, et si on fait autre chose, on n'y arrive pas. Et nous, on veut se consacrer à ça. Moi, personnellement, j'ai le temps, je suis en forme physiquement, intellectuellement, mais je n'ai pas d'autres préoccupations que me mettre au service de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Donc, il faut sortir de la logique politicienne. On fait une carrière politique. On est conseiller municipal. L'objectif après c'est d'être maire. Quand on est maire, on veut être conseiller départemental. Après ça, quand on est conseiller départemental, on veut être député. Bref, nous, on veut sortir de cette logique. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces femmes et ces hommes qui sont dans cette logique-là. Voilà, mais je vais tout de suite les présenter aux Guadeloupéens. Nous avons tout d'abord M. Mourouvin qui a son micro, Frédéric. C'est la première fois que vous participez à une élection, M. Mourouvin? Oui, on peut dire ça, parce que j'ai jamais été sur une liste auparavant, mais j'ai côtoyé quand même du monde au niveau des élections. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui a créé le déclic chez vous? Il faut savoir que moi je suis gérant de coiffure, et donc à la plaisir, on est le client. Et on a longuement discuté, parce qu'on sait quel est son parcours. Et donc on a longuement discuté, et jusqu'au jour où on a eu l'intelligence de se regrouper sur un tronc commun.
Et je ne peux m'empêcher, sur une petite structure comme la mienne, de voir le déclin de la Guadeloupe. De plus en plus, le pouvoir d'achat est atteint. Donc il faut réagir. Et ma volonté a été justement aujourd'hui de me mettre sur une liste pour pouvoir porter ma pierre à l'édifice et montrer qu'il y a un constat, une urgence à laquelle il faut répondre. Et je crois que les idées, on peut qualifier ça de simple, mais en tout cas de primordial, me paraissent essentielles pour construire la Guadeloupe. Parce qu'on l'a construite, mais en suivant des dictats mondiaux. Et à mon sens, il faut qu'on revienne à cette chose simple. C'est-à-dire qu'il faut que nous sortions de cette économie de négoce. C'est-à-dire que si vous commercialisez, vous faites de la marge, forcément, et vous avez une économie qui est subventionnée, vous ne produisez pas. Et donc, vous avez un pouvoir d'achat qui ne cesse de diminuer. Et donc, si on part sur le programme terre, mer, eau et les hommes, on peut arriver à aller vers une production. Et la production permet d'absorber du chômage qui permet aussi de consommer tous les jours. Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, sur les élections, on se rend compte qu'on subventionne constamment, on ne parle que subvention des emplois. Dans une économie réelle, ça ne peut pas tenir. Il faut à un moment donné passer à une économie de production. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre la liste alternative populaire et citoyenne. Merci, Monsieur Morovin. Moïse Ayassami, donc c'est vrai que vous avez eu l'occasion de participer à plusieurs élections. Aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés de Monsieur Plaisir et d'autres. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, Monsieur Plaisir a eu la gentillesse de faire appel à moi à Saint-François. Je le remercie grandement. Depuis 2010, nous avions essayé déjà de nous rapprocher. Cette fois-ci, c'est la réalité. Donc, merci à lui. Je remercie également Monsieur Bani et l'ensemble des autres membres du CIPA qui font appel à une ouverture vers les citoyens de la Guadeloupe pour mener à bien cette échéance du 6 décembre. Effectivement, il a parlé de compétences, M. Alain Plaisir. Donc, moi, en tant qu'expert comptable commissaire aux comptes, spécialiste de la gestion des fonds publics et privés, je pense pouvoir apporter ma contribution afin d'aider les Guadeloupéens à mieux gérer leurs finances à travers donc, ces élections régionales. Merci, Monsieur Ayassami. Madame Maché. Oui, bonsoir. Alors, dites-moi, c'est la première fois aussi pour vous? Première fois que je suis présente sur une liste électorale, mais auparavant j'ai été une citoyenne très engagée dans ma cité. Il y a très peu de temps que je suis installée en Guadeloupe, ça fait 2 ans. J'ai pu constater les difficultés ici que tous les citoyens pouvaient endurer, on va dire. Et donc pour moi c'était important de mettre mon temps libre à la disposition de cette île qui m'accueille. Donc pourquoi la liste d'Alain Plaisir alors? Pourquoi la liste d'Alain Plaisir? Alors, c'est vrai que j'ai été... je suis restée un petit peu sceptique depuis plusieurs mois de voir la politique en Guadeloupe, voire inexistante pour moi. Je ne me retrouvais pas du tout. Et nous avons des élus, nous avons beaucoup d'élus. Oui, certainement, oui, il y a beaucoup d'élus. Oui. Mais c'est un état de fait, il y a des élus, mais que font-ils pour la Guadeloupe? Je suis confrontée aux difficultés au quotidien, du transport, des problèmes de l'eau. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, je me suis dit c'est pas possible sur un territoire comme celui-là qu'on ait ces difficultés. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Alain Plaisir. Ça s'est fait après de longues échanges. J'ai essayé de le connaître un petit peu plus à travers ses livres, et notamment le livre de la conquête intérieure, du marché intérieur. Et là, je me suis retrouvée dans ses convictions, dans ses propositions. Je me suis dit que ce qu'il proposait était à la hauteur de mes attentes, sans orgueil aucun. J'ai enfin vu un homme qui n'avait pas attendu de faire de la politique pour faire des propositions, pour méditer sur un réel projet économique pour son pays. Et ça, c'est ce qui m'a attirée. Et aujourd'hui, je suis ravie de l'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère pouvoir aussi, je rejoins Frédéric, pouvoir mettre ma pierre à l'édifice. J'ai travaillé longtemps dans le secteur bancaire. J'ai fait du financement professionnel.
Je suis intervenue sur différents dossiers de financement dans différents secteurs et j'espère aujourd'hui pouvoir mettre mes compétences au service de la région. Et je pense que Alain Plaisir a sa place à la région, que nous avons notre place à la région. Merci. Avec plaisir. Servien Lubin. Oui, bonsoir. Oui. Je dis bonsoir à la population moulienne et à la population abinienne, puisqu'en fait, j'ai des intérêts économiques, des paris familiaux sur ces deux territoires-là. Voilà. Oui. Donc vous êtes basé aux Abîmes. Aux Abîmes et aux Halles. Voilà. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes investi au sein de cette campagne? Eh bien, c'est tout naturel. Hein. Je suis un militant de longue date. Hein. J'ai toujours œuvré pour l'intérêt de la Guadeloupe dans divers domaines. Dans le domaine économique, des associations. Et donc, je suis un homme de conviction. Quand j'ai eu à discuter avec Alain sur ses ouvrages, sur ses projets pour la Guadeloupe, eh bien, moi, j'ai été charmé, hein, comme tant d'autres. Hein. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis inscrit dans sa démarche d'élection politique, de vision pour la Guadeloupe d'une part, mais surtout pour ces élections-là, qui sont les élections régionales. Voilà. Et là, vous dites il y a une réelle possibilité pour nous. Oui, oui, il y a une possibilité. Il y a une possibilité pour nous, alternatives politiques, alternatives populaires et citoyennes, de gagner ces élections-là, dans la mesure que, Madame Grosset, vous voyez une chose. Il y a une équipe, l'équipe de Chalus, qui est l'alternance. D'accord? Il y a une équipe, vous avez parlé de 3 groupes tout à l'heure, là, des 3 groupes soi-disant favoris. Et le groupe dernier qui est l'allié objectif de Victor Lurel. Et nous, Pourquoi dites-vous ça? Nous sommes l'alternative, c'est-à-dire l'alternative populaire et citoyenne, c'est ça le véritable alternative pour la Guadeloupe. C'est-à-dire c'est un système, on propose un système contre un autre système. Parce que le système, M. Chalus et son équipe, c'est le même système que Victor Lurel. Rappelez-vous, il était quand même dans le socle de gauche. Il était le premier vice-président du département, l'organisateur pratiquement du socle de gauche. Il était sur la liste de Victor Lurel en 2010. Il a démissionné par cumul de mandats. Mais s'il n'avait pas cette occasion-là, il serait aujourd'hui un conseiller régional de Victor Lurel. Donc, c'est l'alternance. C'est-à-dire les gens se sont fâchés en cours de route et ils se sont trouvés adversaires politiques aujourd'hui. Chez nous, il y a une phrase qui dit « dans il en cas fâché ». Donc, là, il doit être fâché pour les bons. Il doit être fâché pour les bons. Ça n'a pas trop d'importance que de se fâcher. Et en politique, quelle importance? On serait tenté de se dire ça quand on regarde ce quand l'intérêt de la population est au milieu, surtout. Et c'est là le vrai enjeu. L'intérêt de la population, l'intérêt de la Guadeloupe. Et le porte-drapeau de l'intérêt de la Guadeloupe aujourd'hui, c'est Alain Plaisir, c'est Alternative populaire et citoyenne, c'est nous. C'est vous. Voilà. On a bien entendu. Adélaïde Alex. Bonjour, donc je dis bonjour à tous les téléspectateurs. En fait, je me suis rapprochée de M. Plaisir parce que je m'interroge, je suis patriote à 200% et je m'interroge un petit peu sur l'avenir économique de la Guadeloupe. Qu'appelez-vous patriote à 200%? C'est-à-dire que je veux accompagner les exploitants agricoles, je veux accompagner les pêcheurs dans leur programme de développement agricole. Parce qu'on a l'impression que, comme vous dites, il y a une tête de liste, mais en fait, les responsables économiques, les professionnels de l'agriculture, face à leurs problèmes phytosanitaires, que ce soit la chlordécone, que ce soit le strychnine, les pêcheurs, quand il s'agit de mettre en place des ports de pêche, par exemple à Basse-Terre, comment pouvez-vous penser qu'à Basse-Terre, il n'y a pas de port de pêche sur la zone de Rivière des Pères? Donc, il y a beaucoup d'infrastructures économiques qui sont latentes et pour lesquelles les gens souffrent. Ce sont des professionnels qui veulent développer leur activité, mais qui ne sentent pas un accompagnement économique de la région, un développement, un accompagnement. Moi, je me suis rapprochée de la liste Alain Plaisir parce que
je voudrais, ce que j'espère, c'est avoir une reconnaissance nationale de nos produits du terroir. Parce que l'objectif final que je veux, vers lequel je vais aboutir, c'est en faire en sorte que le fruit à pain devienne comme la pomme de terre. Ce n'est pas normal qu'au niveau, sur le PNA, le Programme national alimentaire, on se rend compte que nos produits du terroir ne sont pas inscrits dans les programmes de la restauration collective, dans les programmes des cantines nationaux, alors que nous sommes encore dans des cultures archaïques. Oui, mais là, vous partez sur le plan national, mais sur le plan local, est-ce que le travail a déjà été fait pas suffisamment fait. Parce qu'il ne faut pas commencer sur le plan local pour essayer d'étendre? Non, justement, la démarche, quand nous serons à la région, sera de rencontrer des organisations agricoles et de réfléchir avec eux pour leur demander vers quel objectif ils veulent tendre pour pouvoir écouler leurs produits, développer leurs produits et mettre en place des programmes agro-industriels qui soient viables à long terme. Merci Madame Adélaïde. Alain Plaisir, vous avez autour de vous une équipe, vous avez aussi des idées, vous avez une vision, vous avez aussi cette ambition, on l'a bien compris, d'être à la région et de diriger cette région pour un mieux-être des Guadeloupéens. Alors, quelles sont vos priorités? Il y a deux priorités. Une priorité à court terme, c'est régler le problème de l'eau. Parce que moi, personnellement, j'habite Gobert, dans la montagne, où il y a une usine de captage de l'eau. Eh bien, je suis resté 4 jours sans eau. Donc, 10 mois, ça veut dire des centaines de Goubériens n'avaient pas d'eau pendant 4 jours. Vous vous rendez compte, depuis vendredi, on n'avait pas d'eau. On nous a envoyé l'eau ce matin, à 9 h, et à 11 h, on avait coupé l'eau. Voilà le quotidien des Guadeloupéens. Et ça me fait mal. En tant que Guadeloupéen, ça fait mal parce que ça crée des souffrances. Alors vous pensez que la région peut solutionner ce problème d'eau? Bien sûr que la région, sinon c'est pas la peine d'avoir des dirigeants. En quoi faisant? En quoi faisant? Eh bien, déjà en changeant les canalisations. Puisqu'on voit à la télé quelquefois la publicité, on fait des châteaux d'eau. Mais il faut changer les canalisations parce que 60% de l'eau s'écoule dans la terre. Les canalisations sont percées, les canalisations sont défectueuses, il faut commencer par changer les canalisations. Donc nous disons que nous allons changer les canalisations en investissant 50 millions par an pendant 6 ans. Parce qu'il y a déjà eu un montant acté justement au niveau de la région, au niveau du département, pour régler ce problème d'eau. Bien sûr, le montant a été acté, mais qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. Donc ces 50 000 euros, vous voulez les rajouter au montant qui a déjà été acté ou... On a calculé la dépense pour pouvoir régler le problème de l'eau, c'est-à-dire changer les canalisations, faire un somme d'investissement à 660 millions. Parce que les gens disent n'importe quoi, il y a des chiffres un peu farfelus, mais il y a des experts qui ont calculé 660 millions. 660 millions, c'est beaucoup, en même temps c'est peu. Pourquoi c'est peu? Vous n'allez pas mettre 600 millions la même année, c'est impossible. Par contre, vous allez mettre un plan pluriannuel et vous dites qu'il faut faire l'essentiel en 6 ans. En 6 ans, si vous mettez 50 millions, parce qu'il ne faut pas faire de la démagogie, il ne faut pas dire que vous allez mettre 150 millions. Vous ne pouvez pas. Si vous mettez 50 millions par an, en 6 ans, ça fait 300 millions, vous allez régler plus de la moitié des problèmes. Bon, puisqu'au fur et à mesure que vous réglez un problème, vous avancez. Et nous voulons, en plus de changer les canalisations, nous voulons construire 2 usines de dessalement de l'eau de mer. Une au Nord-Grande-Terre. Donc si on construit une au Nord-Grande-Terre, les premières canalisations qu'on va changer, ce sont les canalisations qui sont ailleurs. Et donc, on va partir de réseau neuf en Grande Terre. Et donc, c'est ce réseau neuf qui va permettre de régler le problème en Grande Terre. Et nous allons construire une autre usine de dessalement à Marie-Galante. Voilà ce que nous proposons. C'est pas farfelu, c'est chiffré. Nous disons 50 millions dans un budget de plus de 250 millions, budget d'investissement. Vous pouvez mettre facilement 30 millions sur ce budget, complété par l'État, complété par les comités d'agglomération et complété par l'Union européenne. Donc vous avez 50 millions et vous changez la vie des Guadeloupéens. Donc changer les canalisations, ça voudrait dire que nous n'aurons plus de problème d'eau ici en Guadeloupe. On ne peut pas avoir de problème d'eau. Parce qu'on est rentré dans une espèce de médiocrité en Guadeloupe. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable de ne pas avoir d'eau parce qu'on est un département français. En France, les gens n'ont pas de problème d'eau. Et même à côté de nous, nos voisins en Martinique n'ont pas de problème de l'eau. Et nous, on se contente de ce qui est inacceptable.
Il faut que les Guadeloupéens s'indignent. Et c'est l'occasion de s'indigner lors des élections. Alors, au-delà de ce problème de canalisation... Alors, attendez. Pour nos priorités. Oui, non, mais attendez, je reste encore sur l'eau, avec plaisir. Je ne suis pas encore à votre deuxième priorité. Donc, vous avez dit qu'il faut changer les canalisations. On a bien vu que lors des grosses sécheresses, il y avait aussi ce problème d'eau. Alors, est-ce que la solution passe simplement par le changement de canalisation? Il faut commencer par ça, parce que tout ça encore, c'est... On raconte n'importe quoi aux Guadeloupéens. On n'est pas dans le Sahel, on n'est pas en Israël. Il pleut en Guadeloupe. Moi, j'habite la montagne. Parce que les rivières, la source des rivières, ce n'est pas à Monalo, ni aux abîmes, ni au moule. La source des rivières, c'est dans la montagne, dans la zone montagneuse. Et dans la zone montagneuse, il pleut. Il pleut presque tous les jours. Donc, il faut savoir que la Guadeloupe a été appelée l'île aux belles eaux. Et que si vous allez au sommet de la Soufrière, vous verrez un panneau qui est indiqué, c'est l'un des coins du globe les plus arrosés. Donc, il n'y a pas moins d'eau en Guadeloupe qu'ailleurs. Il n'y a pas moins d'eau en Guadeloupe qu'en Normandie. Alors pourquoi en cas de grosse sécheresse, on n'a pas d'eau? Mais parce qu'il y a une mauvaise gestion du pays. Puisque s'il y a 60% de la ressource qui diminue, même si vous faites 100 litres et que vous perdez 60, sécheresse ou pas sécheresse, il y aura des problèmes d'eau. Puisque maintenant, nous sommes dans la saison des pluies. J'habite à Goubert, sous les hauteurs de Palmis, il pleut tous les jours. Et j'ai des coupures d'eau. Donc ce n'est pas à cause de la sécheresse. On est d'accord. C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. On dit gouverner, c'est prévoir. Les gens qui ont gouverné la Guadeloupe depuis 30 ans, ce n'est pas seulement M. Lurel, ceux qui sont passés avant, Mme Cheveux et compagnie, ne se sont pas préoccupés des canalisations. Parce qu'eux, ils sont dans le paraître. Alors, ils vont faire un stade, ils vont faire un truc que tout le monde voit. Mais une canalisation, comme ça passe sous terre, ce n'était pas leur préoccupation jusqu'au moment où tout pète en même temps. Et on est dans cette situation parce que la canalisation date de 50 ans. Eh bien, après 50 ans, ça pète. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut changer les canalisations, il faut commencer le plus tôt possible. Alors, n'y a-t-il pas aussi un problème de réserve d'eau, Monsieur Plaisir? Est-ce que ça ne va pas aussi dans c'est le plus simple problème de réserve d'eau. Vous faites un château d'eau. Pourquoi on ne le fait pas si c'est simple? Oui, mais si vous faites, c'est ce qu'ils font maintenant, ils viennent de faire un truc de formule. Vous faites un truc de l'eau, mais si l'eau, c'est un panier percé, le tonneau de Danaïde, vous mettez de l'eau dans un panier. Mais l'eau ne reste pas dans le panier, l'eau s'écoule. Eh bien, vous allez faire des retenues d'eau. Il faut faire des retenues d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut commencer par changer la canalisation, parce que l'eau existe. Mais l'eau, vous perdez l'eau, avant que l'eau arrive chez les particuliers, l'eau s'en va dans la terre. D'ailleurs, quand on vous renvoie l'eau, vous voyez très bien que vous avez de la terre qu'il y a dans l'eau. Donc ça veut dire qu'en plus des problèmes de manque d'eau, il y a des problèmes de santé publique. Moi, quand on coupe l'eau et comme on voit l'eau, il y a du sable. Donc, il y a véritablement un problème. Parce que quand les Guadeloupéens sont obligés d'acheter de l'eau en bouteille, parce qu'ils ne sont même pas sûrs de la qualité de l'eau, nous sommes dans un département français, un département de la République. Nous sommes en 2015. Moi, quand j'étais gamin, j'habitais Basse-Terre. Jamais eu de problème d'eau. J'avais toujours de l'eau. Et moi, je suis en 2015, je suis au 21e siècle, j'ai des problèmes de l'eau. Mais c'est un scandale, ça. Donc, il faut régler, notre priorité, c'est régler le problème de la vie quotidienne des Guadeloupéens. Et ça c'est un problème qui fait souffrir les Guadeloupéens. Est-ce qu'à ce moment-là, la population avait une autre manière de gérer l'eau, de préserver aussi l'eau? Est-ce que c'était pas ça aussi? Non, c'est pas ça. Les comportements étaient différents? Non, c'est pas ça. Il y a une chose qui est réelle, c'est que quand le niveau de vie d'une population augmente, on consomme plus d'eau. C'est vrai que les gens qui habitaient dans des cases, ils n'avaient pas un robinet, donc ils allaient à la fontaine, ils prenaient un seau d'eau. Bon, ça c'est réel. Mais malgré tout, les canalisations à l'époque étaient en bon état. Les canalisations n'étaient pas abîmées. Maintenant, les canalisations, 50 ans après, sont abîmées. Donc il faut changer les canalisations. C'est comme si vous avez une voiture, à un moment vous roulez avec la voiture, vous avez l'embouillage qui tombe en panne, vous avez ça, et à un moment vous dites je change la voiture parce que ça me coûte trop cher de faire ces réparations. Actuellement, en Guadeloupe, il faut changer les canalisations. Point final. Et vous pouvez faire des châteaux de tout ce que vous voulez en plus, mais il faut changer les canalisations. Et nous allons nous engager en mettant 50 millions avec financement croisé, région, État, Fonds européen, comité d'agglomération, vous mettez 50 millions. 50 millions, déjà, vous réglez beaucoup de problèmes. Et sous 6 ans, vous avez réglé l'essentiel des problèmes. Et l'usine de dessalement, nous avons fait des recherches, ça coûterait 80 millions pour le Nord-Gontais, 80 millions pour Marie-Galante. Et ça, comme c'est une priorité, parce que l'homme doit être au centre des préoccupations des politiques.
c'est l'homme. Vous pouvez avoir des belles voitures, vous avez une belle voiture, à quoi ça sert? Vous avez une baignoire, vous ne pouvez pas prendre une douche. Donc ça ne sert à rien d'avoir une baignoire. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'eau. Ce qui est important, si vous avez une voiture, de pouvoir vous déplacer. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'il y a des embouteillages, ça ne sert à rien d'avoir une voiture, autant aller à bicyclette. Et si vous n'avez pas d'eau... Moins pollueur d'ailleurs. Et moins pollueur. La bicyclette. Et nous d'ailleurs, dans notre programme, on parle de mettre des pistes cyclables parce que nous considérons que c'est un moyen de transport aussi, le vélo. Maintenant, deuxième priorité. Mais c'est le chômage. Le chômage, parce que les jeunes ne travaillent pas, les anciens, beaucoup d'anciens ne travaillent pas non plus, puisque le taux de chômage en Guadeloupe, le taux officiel, c'est 24%. Donc ça veut dire 24% de femmes et d'hommes en âge de travailler qui ne travaillent pas, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Mais il y a 60% de jeunes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas. Et ça, c'est un drame. Et après, on dit qu'il y a de la violence, on dit qu'il y a de la drogue. Mais comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive et qui a un projet de vie, qui veut créer une famille, avoir une vie décente, avoir accès à l'éducation, à la culture, au bien-être, il ne peut pas parce qu'il ne travaille pas. Donc il faut faire reculer le chômage. Et pour faire reculer le chômage, il n'y a pas d'autre solution que de créer des entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et donc nous allons mettre en place un environnement favorable aux entreprises, parce que nous allons développer des filières liées au soleil, liées à la mer, liées aux énergies, et nous allons mettre en place une incitation fiscale dans le cadre des régimes douaniers, où on peut permettre aux entreprises de travailler des matières premières et des produits semi-finis et en exonération. Quelles sont ces matières premières? Ben, ça pourrait être plusieurs matières premières. J'ai un exemple que j'aime bien prendre, qui est simple, que tout le monde peut comprendre. Si vous voulez faire des vêtements en Guadeloupe, vous n'avez pas de tissu, on ne produit pas de tissu en Guadeloupe. Par contre, il y a des pays dans le monde où on fait des tissus. On fait des tissus à l'île Maurice, en Inde et ailleurs. Vous faites venir le tissu en Guadeloupe, mais si vous faites venir le tissu en Guadeloupe, vous payez déjà le transport, de l'île Maurice à la Guadeloupe. Vous payez en plus la TVA, les droits de douane, l'octroi de mer. C'est-à-dire que vous avez une avance de trésorerie qui va vous plomber votre entreprise. Parce que vous avez payé tout ça, mais vous n'avez pas encore récupéré la recette. La recette, c'est quand vous allez vendre la chemise. Mais vous avez payé tout ça en amont. Et nous, ce qu'on dit, on va mettre en place des entrepôts publics où les gens pourront travailler en exonération de loyers et taxes et des matières premières. La matière première, en l'occurrence, ce serait le tissu. Le gars, il achète son tissu, il fabrique des vêtements, et c'est quand il a trouvé des clients qu'il va dédouaner, qu'il va payer, pas sur le prix de la chemise, mais sur le prix du tissu. C'est ça qu'on appelle le régime. Donc les tissus vont rentrer ici, seront dans un entrepôt. Voilà, un entrepôt. Où, ça sera style dépôt-vente? Non, ce ne sera pas dépôt-vente, ce sera dans un entrepôt où la personne, sous douane, où la personne pourra transformer ce produit-là. Il pourra transformer, et c'est à l'issue de la transformation qu'elle va payer. Qu'elle va payer sur le tissu. Et elle va payer le vêtement, parce que le vêtement a été fabriqué en Guadeloupe, mais cette personne paiera le tissu, parce que le tissu a été importé. Oui, je vois bien. Donc, mais comment est-ce que ça sera possible? Parce qu'il faut trouver des entreprises qui vous mettent le tissu à disposition. Non, le tissu, vous l'achetez. Vous l'achetez, le tissu. Oui. C'est comme si vous faites de l'agriculture, vous achetez des machines agricoles. Si vous avez un essaim, si vous faites de l'apiculture, vous achetez des machines. Donc, de toute manière, il faut acheter. Nous, on est obligé d'acheter la matière première ou des biens d'équipement. Mais chaque fois que vous achetez quelque chose, vous payez aux fournisseurs, mais vous payez aussi les droits et taxes. Et donc, nous, on fait en sorte que les gens n'aient pas les droits et taxes à payer. Ils paieront les droits et taxes quand ils auront le client. Ce qui est important, si vous demandez au commerçant ce que c'est, ce qu'on appelle une avance de trésorerie, vous payez alors que vous n'êtes pas sûr d'avoir le client. Vous me suivez? Oui. Bon. Donc, nous, on fait en sorte que la personne n'aura pas à payer. Elle n'aura pas à payer, la personne va transformer son tissu en vêtements, va essayer d'avoir des clients. Au fur et à mesure, si cette personne fait 100 chemises, si cette personne a 4 chemises vendues, la personne sortira de l'entrepôt 4 chemises. Donc la personne ne va pas payer pour l'ensemble de son importation. Donc c'est une facilité qu'on appelle régime économique, qui n'existe pas en Guadeloupe,
mais qui existe en théorie. Donc cette personne n'aura pas une structure, un magasin par exemple, où il faudra mettre les produits déjà pour que le client puisse le voir, etc. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il peut toujours demander au client de venir voir dans le magasin. Dans l'entrepôt? Bien sûr, vous pouvez faire venir quelqu'un dans l'entrepôt. Parce que ça existe. Hein. Moi, je travaillais à Paris. Je travaillais dans les tapis d'Orient, qui coûtent très très cher. Les gens étaient dans l'entrepôt. La marchandise, le tapis était dans l'entrepôt. La personne dédouanait le tapis que quand le client venait, le client disait « Moi, ce tapis-là me plaît. Ça coûte combien ?» Ça coûte 2000 €. OK. Et à ce moment-là, le commerçant, il fait la déclaration à la douane, il paie. Mais il a déjà l'argent pour payer parce qu'il a le client qui va lui payer la marchandise. Donc, ce qu'on appelle, on appelle ça des incitations fiscales. Et nos élus, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont à Paris, ils sont à gauche, à droite. Et nous, on veut se consacrer à la question économique. Et donc, on a le temps de se pencher. Et faites-nous le lien avec le chômage alors. Eh bien, le chômage, ce sont des créations d'entreprises. Des créations d'entreprises dans le domaine agricole. Nous disons que le Conseil général a des milliers de terres. 13 000, les paysans demandent la terre maintenant. Il y a 13 000 hectares de terre en jachère. Donc nous voulons mettre la terre à la distribution, à la disposition des jeunes agriculteurs. Donc ça crée des emplois. Bon, nous voulons développer par exemple l'élevage. Parce que pratiquement tous les produits de l'élevage sont importés. 90% du poulet que nous consommons arrive de l'extérieur. 100% du lait que nous consommons arrive de l'extérieur. Alors vous avez l'air d'être très blasé, vous avez l'air de dire oh, c'est normal. Bon. Ah, mais je ne suis pas blasé du tout, monsieur Plaisir, je vous pose des questions et je vous écoute. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel de développement de la Guadeloupe. Il y a un potentiel, mais ce potentiel n'est pas exploité. Et nous voulons libérer les énergies. Alors, monsieur Plaisir, c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis peut-être blasé. Parce que 100% du lait, et ça ne va pas vous émouvoir. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me laisse pas émouvoir facilement. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a des élus qui viennent sur ce plateau. Vous êtes venus, vous avez déjà aussi tiré la sonnette d'alarme. Et alors tout le monde veut effectivement faire en sorte que, on parle même d'autosuffisance alimentaire, etc. Donc il y a ces volontés-là de faire. Et pourtant, quand ces personnes sont au pouvoir, rien ne se fait. C'est qu'il y a peut-être une réelle difficulté pour mettre en place tout cela, non? C'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Madame Boissy, vous avez parlé d'élus, vous avez parlé de moi. Est-ce que vous avez des élus qui ont écrit un livre sur l'économie de la Guadeloupe? Répondez-moi. Est-ce que vous connaissez un qui a écrit sur l'économie de la Guadeloupe? La réponse. Ah non, je ne vous réponds pas. Allez-y, donnez la réponse, monsieur Plaisir. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun parce qu'ils ne sont pas intéressés par la question économique. Ils sont intéressés par leur réélection. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des choses de paraître, ils vont faire des choses ils vont aller dans des manifestations publiques, ils vont se faire voir. Mais c'est tromper la population, c'est ce que vous êtes en train de dire là. Si vous le dites, non, mais moi je dis qu'il ne faut pas d'économie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est tromper la population? Peut-être qu'ils sont trompés. Je ne sais pas s'ils trompent la population. La population est libre de faire son choix. Ou est-ce qu'il y a une réelle difficulté de mise en place de tout cela? Je ne sais pas s'ils le font volontairement. Ce que je sais, c'est que quand vous avez des élus qui ne sont pas intéressés par la question économique, donc forcément, ils ont une incompétence dans ce domaine-là. Si vous ne penchez pas sur les phénomènes économiques, si vous ne penchez pas sur les relations internationales, une marchandise, comment ça arrive en Guadeloupe, pourquoi ça arrive, dans quelles conditions, comment ça paye, etc., comment pouvez-vous mettre en œuvre une politique au niveau local? Il y a une phrase que j'aime bien, c'est penser global, agir local. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas les mécanismes économiques, comment vous pouvez mettre en place des incitations économiques? Et nous disons, moi, vous m'avez invité plusieurs fois, donc nous, on a une idée que nous défendons depuis au moins 5 ans, parce que le CIPA existe depuis 5 ans, mais moi, je défends cette idée depuis 15 ans. J'ai écrit un premier livre en 2000 qui s'appelle « Proposition pour le changement ». Et tout ce que je dis maintenant, je le disais il y a 15 ans déjà. Donc, il y a des solutions. Alors, il y a des solutions. Et la solution, c'est de dire, puis je termine, la solution, c'est de dire qu'un pays qui ne vit
que de transferts sociaux et publics, ce pays est condamné. Pourquoi il est condamné? Parce que l'État qui donne les transferts publics a décidé de faire des économies et de réduire ses dotations. Donc forcément, il y a de moins en moins d'argent en Guadeloupe, et le peu d'argent que nous avons en Guadeloupe sert à alimenter l'achat de produits qui arrivent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va acheter de l'igname qui vient de Costa Rica, l'argent que vous avez ici va à Costa Rica, vous allez acheter des pois du bois qui vient de Saint-Domingue, vous allez acheter des crabes qui arrivent de Madagascar, etc. Donc l'argent qui est en Guadeloupe, au lieu de circuler entre les secteurs économiques, eh bien, fonctionne entre nous et les autres. Et comme ça fonctionne entre nous et les autres, mais en défaveur, vous n'allez pas vous développer. Au contraire, vous allez vous paupériser, vous allez devenir de plus en plus pauvre, malgré les apparences, des belles voitures, tout ça. Oui. Le pays devient pauvre. Donc, il faut renverser la vapeur. Et ce que nous appelons l'alternative. L'alternative, ça veut dire le changement, un changement de cap. Alain Plaisir, nous vous retrouvons d'ici quelques instants puisque nous marquons une courte pause.